Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tout le monde. L'âge n'est-il qu'un état d'esprit ? Tout homme de moins de 30 ans qui n'est pas à gauche n'a pas de cœur, et tout homme de plus de 30 ans qui n'est pas à droite n'a pas de cerveau, disait Churchill, qui lui-même a été vieux très jeune. Il disait ça il y a un siècle. Et aujourd'hui, 60 is the new 30. 60 ans est le nouveau 30 ans, me disent mes amis. Les amis de 60 ans. Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'un monde de vieux, eux-mêmes de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans nos bureaux Maxime Sbailly, un homme plutôt jeune qui a étudié spécifiquement la question du vieillissement. J'ai rencontré Maxime Sbailly lors d'une émission sur France Inter à propos, vous l'aurez deviné, de la population mondiale. D'ailleurs, le lien de ce grand moment de radio est dans la bio. Et nous avons bien accroché, en dépit de quelques différences idéologiques, ou plutôt grâce à ces différences. Car je pense, comme Montaigne, qu'il n'y a pas de conversation plus ennuyeuse que celle où tout le monde est d'accord. Et ça sera là ma dernière citation, promis. Je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'ILERI et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle d'un monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Bonjour Maxime Sbailly. Bonjour David. Merci d'être là. Tu es l'auteur d'un livre intitulé Le Grand Vieillissement aux éditions de l'Observatoire. Tu es aussi chroniqueur à l'opinion et surtout directeur des études France de l'Institut Montaigne. Alors l'Institut Montaigne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank d'obédience plutôt libérale, mais pas nécessairement conservatrice. Et oui, même c'est ça, effectivement. Sous ta plume, très peu conservatrice, j'ai trouvé. Oui, on a beaucoup de gens très différents qui travaillent avec nous. Et puis, depuis quelques jours, tu es aussi père d'un petit Théodore. Alors d'abord, toutes mes félicitations. Merci. Et puis, un monde sans enfants, ça doit pas te parler des masses ces jours-ci, j'imagine. Non, même si j'ai remarqué effectivement que dans les maternités, il y avait un petit peu moins de fréquentation que par le passé. Voilà, on reste un chercheur dans toutes les circonstances. Moi, j'ai été très intéressé et j'ai même été passionné par le thème central du livre, son idée phare, mais c'est qu'il existe une fracture sociale générationnelle en France, une guerre des âges silencieuse, une guerre que la jeunesse est en train de perdre, voire qu'elle a déjà perdue. Et tu dis, c'est au détriment de la jeunesse que nous vieillissons. Oui, alors c'est effectivement la thèse centrale du livre. Après, j'aime pas le mot guerre, parce que guerre, ça veut dire affrontement. Guerre, c'est quelque chose de très conflictuel. C'est un conflit lent, très subtil, qu'on ne voit pas trop. Je pense que effectivement, la jeunesse française aujourd'hui, en fait, supporte toutes les charges de ce vieillissement et elle ne le réalise pas. Et moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'étonne, c'est quelque part sa docilité aussi par rapport à ça. On vient de subir une réforme des retraites qui a demandé beaucoup d'efforts aux jeunes actifs. C'est eux qui vont devoir payer tout ça. On vient de subir une crise Covid qui a demandé aux jeunes de se protéger, de se confiner pour protéger les aînés. Ce sont à chaque fois des efforts qu'on demande un peu toujours aux mêmes. Et en France, on n'a pas trop l'habitude de regarder ça par le prisme des âges, en fait. On regarde beaucoup par les revenus, une logique de classe sociale aussi. C'est la lutte des classes, c'est pas la lutte des âges. Exactement. En fait, le vieillissement de la population, donc concrètement, c'est cette vague des baby-boomers qui sont nés après la guerre. C'est à peu près 25 millions de personnes, des nouveau-nés entre 46 et 73 qui sont nés. Cette génération-là a remonté toute la classe d'âge, les classes d'âge, la pyramide des âges, et aujourd'hui se retrouve quasiment toute la génération à la retraite. Ça a des implications économiques, mais surtout des implications électorales. Aujourd'hui, moi j'ai calculé dans le livre, les plus de 50 ans sont en majorité absolue dans l'électorat français. Parmi les 48 millions d'électeurs que compte la France, 50% ont plus de 50 ans. C'est la première fois que ça arrive. Les moins de 30 ans, c'est 17% de l'électorat français. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le rapport entre le nombre d'électeurs âgés à ceux plus jeunes, il est du simple au triple. Concrètement, ça veut dire que c'est électoralement 3 fois plus rentable pour un homme ou une femme politique d'aller parler aux quinquagénaires et au-delà qu'aux moins de 30 ans. Et tout ça, en fait, ça modifie complètement le jeu politique. Je me souviens t'avoir entendu dire un truc tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on accuse souvent les jeunes d'être peu concernés par la démocratie et de pas assez voter. Mais il faut savoir que même s'ils votaient tous, ou en tous les cas autant
que les seniors, ça suffirait pas à changer ce rapport de force. Et ça va pas s'arranger parce que déjà parce que il y a de moins en moins de jeunes. En tout cas, on voit que vous en avez déjà bien parlé sur ce podcast. La natalité baisse aussi en France. Et puis en fait, ce vieillissement, il ne fait que commencer puisque vous avez encore des baby boomers qui sont vous l'avez rappelé, à 50 ans, qui sont encore actifs, qui sont pas encore à la retraite, et puis surtout ils vont remonter jusqu'à une espérance de vie aujourd'hui autour de 86 ans, 85 ans pour les hommes, donc ils sont encore là pour au moins 10-20 ans, et ça pose des problèmes en termes dépendance, l'autonomie. Là, je passe pudiquement sur l'immense coup de massue que Maxime Sbeyi vient de m'asséner, en me qualifiant de baby boomer. Il a raison, elle en pose des problèmes, cette génération, qui ne daigne pas mourir plus vite. Je vais le relancer sur l'opposition des générations. Et puis sur la notion de génération, je trouve ça très intéressant. Effectivement, on se définit pas mal par rapport à sa génération. Je le vois beaucoup chez les jeunes. J'éprouve chaque jour une certaine identité culturelle, générationnelle des jeunes. Les jeunes sont ceux déjà qui ne possèdent pas. Les jeunes sont ceux qui sont sous-représentés en politique et ils sont aussi unis autour de quelques questions qui leur sont très chères, des préoccupations environnementales, féministes, postcoloniales. Et j'ai l'impression que là, les plus âgés, je parle surtout des plus de 65 ans, ça leur passe au-dessus du cigare. À part répondre, on ne peut plus rien dire. Y a vraiment une césure entre ces générations. Cette césure générationnelle est visible partout, mais ne se cristallise jamais autant que sur la question du vote. Les jeunes, pour le dire vite, ne votent pas. Ils sont massivement abstentionnistes. Et d'ailleurs, c'est souvent un problème qu'on a quand on regarde le vote des jeunes. En fait, on prend pas la partie de ceux qui ne vont pas voter. Or, aujourd'hui, c'est 70% des jeunes, quand on regarde les élections, qui ne vont plus voter. Donc, en fait, on regarde que les 30-40% qui vont voter, on en tire des grandes conclusions en disant ils sont d'extrême gauche, d'extrême droite, je ne sais quoi. En fait, non, la jeunesse française aujourd'hui, elle est massivement abstentionniste, elle est beaucoup plus qu'avant. Et je pense d'ailleurs que ça ne va pas s'améliorer avec le temps. En même temps, ça fait sens. Puisque avant, elle était beaucoup moins minoritaire, donc son vote comptait beaucoup plus. Effectivement, si le vote des jeunes ne compte pour rien, élection piège à con, je vote pas. Alors ça les fait se faire avoir dans le Brexit, par exemple, ou ce genre de choses, c'est assez dramatique, mais c'est pas complètement irrationnel. Non, c'est pas complètement irrationnel, c'est une forme de démission. Alors après, ça veut pas dire qu'ils sont désintéressés par la politique. On voit justement, il y a des formes de politisation qui ne passent pas par les partis, par les institutions, qui sont plus par de l'activisme, des actions un peu des fois violentes, des actions très symboliques. Violentes. On peut trouver des activistes violents, il y en a un peu partout, d'autres qui sont moins violents, mais en tout cas ça ne passe plus par cette adhésion à un parti ou à un syndicat où vous adhérez. On pourrait considérer que cette violence est peu de choses par rapport à la violence économique et politique qui leur est faite. À part, moi je suis pas là pour défendre la violence, mais je trouve qu'il faut se méfier de la stigmatisation ou de l'appellation violente pour une génération qui, je crois, ne l'est pas vraiment. Non, elle ne l'est pas vraiment. En fait, il y a un effet de loupe sur une minorité qui est très agissante, très bruyante, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais encore une fois, la majorité, elle est plutôt apathique. En politique, la jeunesse est moins muselée qu'elle ne s'auto-censure. Mais en économie, elle est spoilée par un effet mécanique de nos systèmes économiques. Ceux qui possèdent s'enrichissent bien plus vite que ceux qui ne possèdent pas et doivent vivre de leur travail. Pour résumer, le meilleur moyen pour s'enrichir, c'est de commencer en étant déjà riche. C'est ça la meilleure technique. Et qui est déjà riche ? Qui possède du patrimoine ? Les plus vieux. Sur le patrimoine, il y a effectivement un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la population a tellement vieilli que le patrimoine a aussi vieilli, en fait. Les détenteurs du patrimoine sont devenus âgés parce que, alors quand on parle de patrimoine, c'est patrimoine en gros immobilier et financier. Ils avaient accès, les boomers, pour généraliser un petit peu cette génération-là, avaient accès au logement de manière beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Les prix au mètre carré dans les grandes villes ou n'importe où en France n'étaient pas les mêmes, il n'y a pas eu cette envolée des prix. Les crédits avec l'inflation, c'était finalement pas très cher, et donc c'était très facile en France, quand vous commenciez votre carrière, d'avoir un logement pour loger sa future famille, de pouvoir trouver un boulot avant l'arrivée du chômage de masse dans les années 70, 74, 79, les deux grosses crises pétrolières, et
Du coup, ça a permis à la fois une mobilité sociale, une accumulation d'épargne, de patrimoine immobilier, qui fait que aujourd'hui, les sexagénaires sont les mieux dotés en patrimoine de tous les âges. Ça, c'est tout à fait nouveau. Avant, c'était les trentenaires. C'est-à-dire que quand les retraités d'aujourd'hui étaient trentenaires, ils étaient mieux dotés en patrimoine que leurs parents et leurs grands-parents. Ici, nous nous sommes embarqués dans une digression dont seuls les économistes ont le secret et que je vous épargne. Mais ce que nous n'avons pas précisé, c'est que lors des 30 Glorieuses, donc entre 1945 et 1975, la France carbure à 5% de croissance par an. Donc les chances que des enfants soient plus riches que leurs parents sont quasiment de 100%. Il fallait vraiment être une buse pour ne pas devenir plus riche que ses parents quand les salaires augmentaient tous les ans. Aujourd'hui, avec notre régime de croissance molle, un enfant a 50% de chances d'être plus riche que ses parents. Autrement dit, ce déséquilibre est dû autant à l'économie qu'à la démographie. Et bien sûr, ces deux forces rétroagissent l'une sur l'autre. Mais revenons au direct. Complètement faux direct, évidemment. Alors, je me permets de t'interrompre, parce que je voudrais que tu me parles des solutions. En fait, tu proposes quelques solutions dans ton livre qui sont assez radicales, je trouve, et notamment une qui s'apparente un petit peu au revenu universel. Oui, alors il y a beaucoup de formes de revenu universel, et il y en a une notamment que je trouve très intéressante. Alors ça a été développé par beaucoup d'économistes un peu à la sauce libérale. En fait, c'est un crédit d'impôt qui fait que vous avez, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, pour tout résident en France de plus de 18 ans, un revenu qui tombe sur votre compte en banque de 500 €, et à côté, il est financé par un impôt sur le revenu de 30%, voire un petit peu plus, à partir du premier euro gagné. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à la fin du mois, vous avez 500 €, et si vous gagnez de l'argent en travaillant, vous allez payer une flat tax, en fait, de quelques 30% sur vos revenus. Qui fait que quel que soit ce que vous gagnez, vous allez toujours toucher à la fin du mois 500 €. 500 €, c'est pas énorme, ça vous permet de couvrir les besoins de base, et surtout, je pense que c'est surtout quelque chose qui évite les trappes à pauvreté dont la jeunesse est la première victime, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas le RSA, vous n'avez pas droit. Les aides familiales, elles sont familialisées justement, donc ça dépend du revenu de vos parents. Et donc vous avez entre 18 et 25 ans une espèce de trou énorme de sécurité sociale qui fait que c'est pour ça que cette population-là est celle dont le taux de pauvreté est le plus élevé. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est très néfaste, qui est même d'ailleurs très triste dans une société. C'est insupportable, en fait. De laisser la pauvreté sur ceux qui commencent dans la vie, qui partent de chez eux et qui n'ont pas justement ces filets de sécurité sociale. Alors il y a un discours un petit peu moralisateur qui dit c'est normal, il faut un peu les laisser dans la débrouille. Non, on n'écoute pas ce discours. Ces discours-là, c'est compliqué parce que en fait ça casse des vies, ça casse des destins. Oui, mais on ne l'écoute pas, ce discours. Ils existent. On le laisse de côté. Mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les jeunes ont une majorité politique sans avoir une majorité sociale, et ça n'a pas vraiment de sens. L'autre question qui m'intéresse beaucoup, et ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que tu en penses, c'est qu'un remède à ce vieillissement, me semble-t-il, serait encore plus d'immigration. Parce que l'immigration, juste pour rappeler, c'est une façon de faire rajeunir votre population. Les immigrés sont plus jeunes que la moyenne de la population. Les immigrés, généralement, viennent et font des enfants. Ils en font d'ailleurs plus que le français moyen. Et puis ensuite, lors d'une génération et demie, ils se mettent au taux local. Donc, les pays qui ont recours à l'immigration sont maintenant plus jeunes que ceux qui n'ont pas recours à l'immigration. C'est dans l'équation effectivement démographique. Si vous avez une natalité qui baisse, un pays qui vieillit, et vous avez un manque d'actifs, une population active qui baisse, forcément l'immigration c'est un remède, oui, tout à fait. D'autant plus en France où on a quand même toute la protection sociale qui fonctionne à la démographie. Donc si vous avez une population active qui commence à baisser en 2036 en France, d'après les prévisions de l'INSEE, il va falloir pallier à ce manque, soit par la productivité que vous faites augmenter d'autant plus, mais c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, elle est en baisse, soit effectivement faire venir des actifs de l'extérieur. L'Allemagne fait exactement ça. L'Allemagne, la nouvelle loi immigration, ils savent qu'ils vont avoir un problème de population active, ils le compensent par de l'immigration. En France, j'aimerais bien qu'on soit aussi pragmatique que les Allemands. Malheureusement, dès qu'on parle d'immigration, ça devient tout à fait hystérique. Et on commence à voir des trous démographiques dans le marché du travail, avec des pénuries qui commencent à se multiplier un peu partout. Et donc, effectivement, il faudra trouver cette solution. Là où je suis peut-être un petit peu moins d'accord avec toi, c'est que c'est un palliatif de court terme. C'est-à-dire que, comme tu l'as rappelé, la génération d'après, elle fait autant d'enfants que les Français qui sont là depuis plus longtemps. Ouais, et donc ça marche sur une génération, mais ça... Sauf que
on a aussi là une espèce de bosse de vieux un petit peu. C'est-à-dire que le passage difficile, c'est quand on passe à une fécondité haute à une fécondité basse. Il y a un moment où tout d'un coup, il y a vraiment beaucoup plus de vieux, pardon, de seniors. Mais enfin, j'arrive les gars, c'est pas stigmatisant dans ma bouche, par rapport aux jeunes. Et donc, c'est clairement la génération des baby-boomers et un petit peu ma génération qui va être surdéveloppée. Mais si on passe ce cap-là, ensuite, ce sera beaucoup plus lissé et on aura donc... Le problème, c'est passer le cap du changement de régime de des fécondité. 10-20 prochaines années, en gros. 10, 20, 30. Et on voit qu'en France, on est beaucoup mieux équipé pour le faire que d'autres pays qui, il y a encore pas longtemps, on faisait une tonne de gamins, et qui donc, dans quelques années, vont avoir, mais littéralement, des millions, et je pense à la Chine, par exemple, des centaines de millions de personnes âgées, et avec pas du tout assez de jeunes pour couvrir. Et en plus, eux ne pourront pas avoir recours à l'immigration, puisqu'ils sont tellement nombreux qu'il n'y a pas de pays suffisamment... il n'y a pas assez de monde pour venir. Mais je pense que c'est important de comprendre que l'immigration, en fait, certes, c'est temporaire, sauf que une fois qu'on a passé le problème de la bosse des boomers et de leurs enfants, c'est lissé. Oui, après, en espérant que la natalité ne baisse pas, ne soit pas sur une tendance baissière trop longue, comme certains pays que tu as déjà évoqués dans ce podcast, la Corée du Sud notamment, le Japon, qui pose problème parce que la natalité, en fait, détermine beaucoup de choses. Il faut faire des trucs qu'ils sont pas capables de faire, c'est-à-dire notamment aller toujours plus vers l'égalité homme-femme, hein, c'est toujours la solution à tous nos problèmes. Bon, l'égalité homme-femme, c'est pas là qu'on allait être en désaccord. Je suis alors allé le chercher sur son titre, Le Grand Vieillissement, qui sonne comme une sentence, alors que cela pourrait sonner comme une promesse. Le Grand Vieillissement, un slogan qui nous rappellerait que la vieillesse est d'abord un privilège, avant d'être un naufrage, et que l'alternative à la vieillesse n'est pas la jeunesse, mais la mort. Memento mori, camarades. Oui, et puis d'ailleurs, c'est toute la perception de la société par rapport justement à la vieillesse, que les seniors d'aujourd'hui ne sont pas les seniors d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, quand vous avez 60-65 ans, que vous arrivez à la retraite, vous avez encore 20-25 ans devant vous, vous êtes encore en forme, vous n'êtes pas du tout sur les rotules comme l'étaient les parents d'avant et les arrière-grands-parents. Donc ça, c'est un vrai sujet de perception. Mais très bien, simplement, ne vieillissons pas au détriment de la jeunesse. L'autre chose, c'est que la France n'est pas seule et on vieillit plutôt moins vite que les autres. Et c'est aussi une façon de rajeunir que de vieillir moins vite que les autres. Et donc, je pense que la France, en fait, a aussi pas mal d'atouts là-dedans. C'est-à-dire, toujours la même chose, hein, je regarde ailleurs et je me rassure. Oui, c'est aléant. Hein. Ouais, quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Mais ça marche. Hein. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'Italie et hop, on va tout de suite mieux. On est juste quand même dans un continent le plus vieillissant du monde, l'Europe, qui perd déjà de la population, qui est le sol bien, naturel. Mais c'est bien, on est dans le meilleur continent du monde. C'est bien, à condition que économiquement, on arrive à supporter tout ça, parce que ça demande beaucoup plus de moyens publics pour les soins, la santé, l'autonomie, la dépendance, pour les retraites. Et on le voit par exemple en France, sur la dépense publique, elle est de plus en plus orientée justement pour amortir ce vieillissement et beaucoup moins sur les dépenses d'avenir, sur les dépenses, l'éducation, sur l'enseignement supérieur, sur les crèches. Moi je vois, je vais bientôt le voir, mais je commence à le vivre. Les crèches, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de personnel, parce que on a beaucoup d'aidants de soignants qui maintenant vont dans les EHPAD. Et donc forcément, quand vous avez des moyens limités, s'ils sont de plus en plus accaparés par cette bosse démographique des boomers, il faut faire attention, encore une fois, que ça se fasse pas au détriment des générations d'après. Et ça, moi, je fais pas. Là, je suis plutôt pas très optimiste sur la politique, notamment pour les raisons électorales qu'on vient de rappeler, mais aussi parce que je pense qu'on voit pas à long terme. On est incapable de faire ça en France, dans d'autres pays, mais particulièrement en France. Et je pense que ça peut être très problématique pour l'avenir. Ok, eh bien, c'est sur cette fin un peu négative qu'on va se quitter. Moi, je trouve que c'est un petit peu comme quelqu'un de plus de 110 ans qui se plaint qu'il a un peu mal aux articulations. Certes, mais les autres sont morts. Mais bon, merci beaucoup, Maxime, pour cet échange. Merci à toi. Évidemment, on va mettre le lien de ton livre, Le Grand Vieillissement, dans la bio. Et merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode d'Un monde sans enfants. Comme d'habitude, likez, partagez avec tout le monde et surtout, si ça vous plaît pas, partagez avec ceux que vous n'aimez pas. À très bientôt.